La voix du commandant trancha l'air de la salle de briefing, scellée comme une lame. J'ai besoin de quelqu'un habilité pour des opérations noires. Les chaises grincèrent, les souffles se suspendirent. Avant que mon esprit ne puisse douter, mon corps se leva, un rire court et tranchant brisa le silence, celui de mon père. « Assieds-toi » dit-il assez fort pour que les autres entendent. « Tu n'as pas ta place ici !» Le commandant se tourna vers moi. « Indicatif d'appel » répondis-je sans hausser la voix. « Shadow 9. » La pièce changea. Mon père cessa de respirer. À cet instant, il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment connu sa propre fille. Je vais revenir en arrière maintenant, car rien dans ce moment n'avait de sens sans les années qui l'avaient précédé. J'ai grandi dans une maison où tout avait sa place et où chacun avait son rôle. Mon père croyait en l'ordre comme d'autres hommes croient en la foi. Les chaussures alignées près de la porte, les drapeaux pliés avec précision, les voix maintenues basses. Il avait servi dans la Navy la majeure partie de sa vie adulte et avait emporté cela dans sa retraite comme une seconde colonne vertébrale, même à la maison. Il se déplaçait avec une autorité discrète qui nous indiquait à tous de lui faire de la place. Mon frère s'intégrait facilement dans ce monde. Il était bruyant là où j'étais prudente, confiant là où j'hésitais. Quand il ramenait des trophées ou parlait de s'enrôler, les yeux de mon père s'illuminaient d'une façon que je ne voyais jamais dirigés vers moi. Je ne pense pas que mon père voulait faire des comparaisons, mais il ne les arrêtait pas non plus. Il appelait mon frère un leader naturel. J'étais réfléchie. Il disait que mon frère avait les bons instincts. J'étais orientée vers les détails. J'ai appris tôt que les compliments étaient catégorisés. Quand j'ai dit à mon père que je rejoignais la Navy, il a hoché la tête mais n'a pas posé de questions. Quand mon frère parlait de ses plans, mon père veillait tard avec lui à la table de la cuisine, esquissant des avenirs sur des bouts de papier. Avec moi, la conversation se terminait rapidement. « Bons avantages sociaux », a dit mon père une fois. « Tu apprendras la discipline ?» Il supposait que c'était une phase, quelque chose dont je me lasserais quand la vraie vie arriverait. J'ai arrêté de le corriger après un certain temps. Ce n'était pas tant du secret que de l'épuisement. Chaque explication se transformait en débat, chaque accomplissement en quelque chose de plus petit, une fois passé à travers ses attentes. Alors, j'ai appris à répondre avec prudence. J'ai appris à laisser le silence faire le travail. Les années passèrent. Les déploiements venaient et repartaient. J'ai manqué des anniversaires, puis des fêtes. J'envoyais des cartes postales au lieu d'histoire. Quand je rentrais à la maison, mon père posait des questions générales. « Tu restes occupé? Il te traite bien. » Je disais oui et oui encore, car la vérité ne rentrait pas dans sa compréhension de moi, et je n'avais pas l'énergie de la forcer. L'invitation qui mit tout en mouvement arriva dans une enveloppe ordinaire avec une adresse de retour que je reconnus instantanément. Une installation sécurisée, un briefing formel lié à une cérémonie de reconnaissance. Le nom de mon frère apparaissait une fois en gras, le mien apparaissait près du bas. Listé comme famille, pas de grade. Pas de rôle, juste une place. J'ai envisagé de ne pas y aller. J'avais appris la valeur de choisir mes batailles, mais quelque chose en moi, une partie discrète et obstinée, me disait que ce n'était pas une question de revanche ou de validation. C'était une question de se présenter, de se tenir là où j'appartenais. Que quiconque le reconnaisse ou non, le matin du briefing, la base ressemblait à toutes les bases que j'avais connues. Des bâtiments en béton, des pelouses taillées, des drapeaux claquant dans la brise, l'odeur de café et de métal. La sécurité était stricte. Les téléphones confisqués, les badges vérifiés 2 fois. Mon père marchait devant moi, saluant d'anciens collègues, les épaules droites, à l'aise dans un espace qui lui renvoyait son identité. Il me présenta comme sa fille. Rien de plus. Je ne le corrigeais pas. À l'intérieur de la salle de briefing, je pris un siège le long du mur. La pièce se remplit lentement, les conversations basses et saccadées. Quand les portes se scellèrent, et que les lumières baissèrent légèrement, l'ambiance changea. Ce n'était pas cérémoniel, c'était opérationnel. Le genre de pièce où les mots comptaient. Le commandant s'avança, sa présence stable, sa voix calme. Il parla de la situation de manière directe, sans fioriture. Puis il prononça la phrase qui changea tout. « J'ai besoin de quelqu'un habilité pour des opérations noires. » Ce n'était pas un défi, c'était une nécessité. Je me levai parce que c'était mon travail. Le rire de mon père me surprit plus que les mots du commandant. C'était instinctif, presque protecteur, comme s'il pensait que j'avais mal compris. « T'assieds-toi » dit-il. « Tu n'as pas ta place ici. » Il n'y avait pas de malice, juste de la certitude. Le commandant me regarda. « Vraiment ?» Indicatif d'appel, demanda-t-il. Je le dis une seule fois. Shadow 9. La reconnaissance traversa la pièce comme un courant. Pas d'applaudissements, pas de halètement, juste de la compréhension. Le commandant hocha la tête et continua comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mon père ne bougea pas. Son visage avait pâli, sa bouche légèrement ouverte.
comme si son corps n'avait pas rattrapé ce que son esprit essayait de traiter. Pour la première fois que je me souvienne, il n'avait pas de mots prêts. Je restais debout, écoutant, prenant des notes, faisant ce que j'avais toujours fait. À l'intérieur, je ne ressentis pas de triomphe, seulement un calme étrange et lourd. Le moment n'était pas à prouver qu'il avait tort. C'était une question de vérité, occupant enfin le même espace que les suppositions. Plus tard, quand la pièce se vida et que le bruit revint par fragments, mon père s'attarda derrière. Il ne me regarda pas tout de suite. Quand il le fit, ses yeux étaient indifférents, scrutateurs, instables. Nous ne parlâmes pas alors. Certaines conversations ont besoin de temps pour mûrir. Ce qu'il réalisa dans cette pièce n'était pas seulement que j'étais capable, c'était que sa certitude à mon égard avait été erronée. Et pour un homme qui avait construit sa vie sur le fait de savoir où se situaient les choses, cette réalisation frappa durement. Je sortis à la lumière du jour seul, l'air vif et pur. J'avais porté cette partie de moi-même discrètement pendant des années. Maintenant, elle était à découvert, une changée, stable comme elle l'avait toujours été. Et pour la première fois, je me demandais ce qui viendrait ensuite pour nous deux. Je ne dormis pas beaucoup la nuit suivant le briefing. Pas à cause de ce qui s'était passé dans la pièce, mais à cause de ce qui n'avait pas eu lieu ensuite. Il n'y avait eu aucune confrontation, aucune excuse, aucune tentative maladroite d'explication. Mon père et moi étions sortis du bâtiment séparément, comme des étrangers qui partageaient par hasard un nom de famille. Ce silence me suivit chez moi et s'assit à mes côtés à la table de la cuisine tandis que je buvais mon café le lendemain matin. La prochaine invitation arriva plus tôt que prévu. Elle venait de mon père, un court message tapé, pas écrit à la main. Il n'était jamais du genre à ajouter des mots inutiles. Il y avait un autre événement prévu sur la base, un rassemblement plus petit, lié à des briefings de suivi, et un déjeuner de reconnaissance pour un groupe mixte d'officiers et de dirigeants civils. Mon frère y serait à nouveau. Tu devrais venir, écrivit mon père. Aucune explication, aucun marqueur de ton, juste une ouverture. Je lus le message 2 fois avant de répondre. J'y serai, écrivis-je en retour. Rien de plus. La route vers la base ce matin-là me sembla familière d'une manière qui m'apaisa. Le garde à la porte vérifia mon identification, Lascana, puis leva les yeux vers moi avec un regard qui s'attarda une demi-seconde de plus que d'habitude. Il me la rendit avec un hochement de tête qui portait un poids subtil de respect. J'étais habituée à ces moments au fil des années. Ces reconnaissances discrètes qui venaient sans conversation. Elles n'étaient pas personnelles, elles étaient professionnelles. Et je les préférais ainsi. Le parking se remplissait déjà quand j'arrivais. Je repérais mon père près de l'entrée, debout avec 2 hommes que je reconnaissais de photos d'enfance, d'anciens collègues, des hommes dont les noms avaient été prononcés avec révérence à notre table du dîner. Mon père me vit et hésita. C'était bref, mais je le remarquais. Il ne fit pas de signe. Il ne détourna pas le regard non plus. Il attendit simplement. « Bonjour », dis-je en les rejoignant. « Bonjour », répondit-il. Sa voix était stable, mais ses yeux scrutaient mon visage comme s'il essayait de lire une langue qu'il n'avait jamais apprise. L'un des hommes me sourit. « Ravi de te revoir », dit-il, puis ajouta mon nom de famille avec une familiarité qui surprit mon père. « On a entendu parler de toi. » Mon père se raidit légèrement. Je le sentis à côté de moi comme un changement de pression atmosphérique. À l'intérieur, le bâtiment bourdonnait d'un faible murmure de conversation. Des stations à café avaient été installées près des murs. Les gens se regroupaient en petits groupes, échangeant des mises à jour et des amabilités. Cela ressemblait à n'importe quel événement auquel j'avais assisté au fil des années, sauf que maintenant je le voyais à travers les yeux de mon père. Et cela changeait tout. Il observa comment les gens me saluaient, pas ostensiblement, pas avec cérémonie, juste avec reconnaissance. Un hochement de tête ici, un bref échange là. Les titres n'étaient pas prononcés à voix haute, mais ils planaient dans l'air. Compris, mon frère arriva en retard. Comme d'habitude, il tapa sur l'épaule de mon père et se lança dans une histoire sur la circulation sans me remarquer au début. Quand il le fit, il s'arrêta. « Hey, tu dis-il, je ne savais pas que tu serais là à nouveau. »« J'ai été invité, » répondis-je. Il jeta un coup d'œil à notre père, puis à moi. « D'accord, » dit-il, incertain. « Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? » La question était décontractée, mais elle portait des années de suppositions. Je sentis mon père se tendre à côté de moi, attendant de voir comment je répondrais. « Je travaille, » dis-je simplement. Mon frère rit, pensant que je plaisantais. Mon père ne rit pas. Le déjeuner commença peu après. Nous prîmes nos places à une table ronde près du centre de la pièce. Des cartes de noms marquaient les places. La mienne incluait mon nom complet.
sans qualificatif. Mon père la fixa plus longtemps que nécessaire avant de s'asseoir. L'orateur était un officiel civil, quelqu'un chargé de traduire les priorités militaires en un langage compréhensible pour le monde extérieur. Il parla de responsabilité, de confiance, du poids des décisions prises discrètement et portées seules. Ses mots étaient mesurés, presque doux, le genre de discours conçu pour des gens qui avaient vécu assez longtemps pour comprendre ce qui n'était pas dit. À un moment, il fit référence à des opérateurs qui travaillent sans reconnaissance et plusieurs têtes se tournèrent vers moi avant de regarder ailleurs. Mon père le remarqua, je vis sa mâchoire se serrer, ses mains se croiser sur la table. Après que les applaudissements se soient estompés, les gens commencèrent à se lever et à se mêler. Mon père resta assis. Pouvons-nous parler? Demanda-t-il enfin. Je hochai la tête. Nous nous éloignâmes du bruit dans un couloir plus calme, bordé de photographies encadrées. Des navires, des escadrons, des cérémonies figées dans le temps. Mon père se tenait les mains derrière le dos, étudiant une image comme si elle pouvait lui offrir des conseils. Je ne savais pas, dit-il enfin. Je sais, répondis-je. Il se tourna vers moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je considérais la question avec soin. Je l'ai faite. Disiez, juste pas de la façon que tu attendais. Il fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Tu écoutais ce qui convenait, dis-je doucement. Pas ce qui était là. Les mots restèrent suspendus entre nous. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Je pouvais voir la lutte se dérouler derrière ses yeux. L'instinct de se défendre, d'expliquer, de justifier. Il n'y céda pas. Cela en soi semblait un progrès. Je pensais te connaître, dit-il doucement. Je hochai la tête. Tu connaissais la version de moi qui avait du sens pour toi. Nous restâmes là un moment de plus, entourés d'images, de certitudes et d'héritage. Quand nous retournâmes dans la pièce, rien n'avait changé visiblement. Les gens parlaient toujours, le café fumait encore, mais quelque chose de fondamental avait bougé. Alors que nous sortions ensemble plus tard cet après-midi, mon père ne marcha pas devant moi. Il accorda son pas au mien. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore. Mais c'était la première fois qu'il n'avait pas supposé que je suivrais derrière. Les jours entre le déjeuner et le briefing suivant s'étirèrent d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pas exactement avec de l'attention, mais avec une étrange attention. Mon père m'appela une fois juste pour demander si j'étais rentrée en sécurité. Il ne remplit pas le silence avec des conseils ou des questions. Il écouta simplement quand je dis oui. Cela seul me dit qu'il était encore en train de retourner les choses dans son esprit, examinant de vieilles suppositions comme des outils en lesquels il avait confiance depuis des années et dont il n'était plus sûr de l'usage. Le briefing de suivi était prévu pour la fin de la semaine. Celui-ci n'était pas orienté vers le public, même de manière limitée comme le premier. L'email arriva via un canal sécurisé, bref et précis. Her, Liu, rappel de clearance. Pas de place pour l'interprétation. J'arrivais tôt, comme toujours. Le bâtiment était plus éloigné des zones principales de la base. Une structure basse avec peu de fenêtres et un extérieur banal. Il était conçu pour ne pas attirer l'attention, ce qui convenait à son objectif. À l'intérieur, l'air était plus frais. Contrôlé, le genre d'endroit où chaque son semblait intentionnel. Les protocoles de sécurité étaient plus stricts cette fois. Identification vérifiée 2 fois. Une vérification secondaire qui prit quelques secondes de plus que d'habitude. Le garde me rendit mon badge avec une expression polie et neutre. Mais ses yeux portaient de la reconnaissance. Pas de familiarité, de la compréhension. À l'intérieur de la salle de briefing, les sièges étaient arrangés différemment. Moins de chaises, plus d'espace. Une grande table dominant le centre. Ce n'était pas une pièce pour des observateurs. C'était une pièce pour des participants. Je pris ma place et posai mon carnet devant moi, tandis que les autres entraient. Je remarquais comment la pièce se remplissait d'une compétence discrète, pas de bavardage inutile, pas de posture. Les gens se saluaient d'un hochement de tête, bref, des reconnaissances qui portaient des années de contexte partagé. C'était la partie de la vie militaire que la plupart des gens ne voyaient jamais, l'absence de spectacle. Mon père arriva juste avant que les portes ne se scellent. Il s'arrêta en voyant l'agencement, les sièges réduits, l'absence de ses pairs habituels. Ce n'était plus son monde. Il prit une chaise près du fond, posture droite, expression prudente. Il me regarda une fois, puis détourna les yeux. Le commandant entra sans cérémonie. C'était un homme de la Navy, mais pas du genre à s'appuyer sur le grade pour son autorité. Sa présence était stable, ses mouvements économes. Quand il parla, la pièce écouta. Il commença par esquisser la situation. Il ne la dramatisa pas. Il ne l'adoucit pas non plus. Il parla franchement des risques, de l'incertitude, des décisions qui auraient des conséquences quoi qu'il arrive, peu importe leurs soins. Puis il prononça les mots à nouveau, pas plus fort cette fois, pas avec emphase, juste comme un fait.
J'ai besoin de quelqu'un habilité pour des opérations noires. La pièce devint immobile. Je sentis la vérification interne familière, le scan bref de ma propre préparation, formation, expérience, contexte, tout s'alignait. Je me levai, le bruit de ma chaise contre le sol sembla plus fort qu'il ne l'était. Je ne regardais pas autour de moi, je n'en avais pas besoin. Mon père rit, ce n'était pas moqueur, c'était un réflexe, un son né de décennies de certitude. Assieds-tu, dit-il, tu n'as pas ta place ici. Le regard du commandant se tourna vers moi, pas vers mon père. Indicatif d'appel, demanda-t-il. Je rencontrai ses yeux. Shadow 9. Voilà. Le moment ne explosa pas. Il s'installa. La reconnaissance traversa la pièce comme un courant trouvant son chemin. Le commandant hocha la tête une fois, déjà en train de passer à autre chose, déjà en train d'intégrer ma présence dans la tâche à accomplir. Mon père se figea. Ce n'était pas dramatique comme les films dépeignent le choc. Il ne halta pas ni ne trébucha. Il s'arrêta simplement, comme si son corps avait atteint une limite qu'il n'avait pas connue. Ses mains se serrèrent sur les accoudoirs de sa chaise, sa respiration s'accrocha, puis reprit superficiellement. Je vis tout cela du coin de l'œil, même en me concentrant devant. Le briefing continua. Des cartes furent affichées, des délais discutés, des questions posées et répondues. Quand je parlais, ce fut avec le même ton mesuré que j'utilisais depuis des années. Pas de défensivité, pas d'agressivité, juste de la clarté. Je pouvais sentir mon père écouter différemment maintenant. Non comme un parent indulgent l'ambition d'un enfant, mais comme un homme confronté à des preuves qui défiaient sa carte interne du monde. Chaque mot que je disais réarrangeait quelque chose pour lui. Je ne l'adoucis pas pour lui. Je ne l'aiguisais pas non plus. Quand la session se termina, le commandant nous congédia avec un rappel de discrétion. Les chaises bougèrent. Les papiers furent rassemblés. La pièce se détendit légèrement, bien que le sérieux reste. Mon père ne bougea pas tout de suite. Il attendit que les autres soient sortis avant de se lever. Quand il le fit, ses mouvements étaient plus lents que d'habitude, comme s'il se recalibrait. Il me rattrapa dans le couloir. « À Shadowheim », dit-il doucement, testant le nom comme s'il pourrait disparaître s'il était prononcé à voix haute. « Oui », répondis-je. Il déglutit. « Depuis combien de temps ?»« Assez longtemps. » Désiait. Il hocha la tête une fois, les yeux fixés devant. Je pensais savoir tout ce qui comptait. Dit-il. Il s'avère que je ne connaissais pas la chose la plus importante. Je ne répondis pas immédiatement. Certaines réalisations ont besoin d'espace pour respirer. Nous marchâmes ensemble vers la sortie. Il n'essaya pas de remplir le silence. Il ne s'excusa pas encore. Mais la certitude qui avait autrefois encadré chaque interaction avait disparu, remplacée par quelque chose de plus hésitant. Plus honnête, Dehor. Le soleil était plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le béton. Je m'arrêtai avant d'atteindre ma voiture. « Tu ne m'as pas déçu, dis-je enfin. Tu ne m'as juste pas vu. » Il ferma les yeux brièvement, puis les rouvrit. « Je te vois maintenant, » dit-il. Je le crus, mais je savais aussi que voir n'était que le début. La reconnaissance ne s'arrêta pas quand les portes se fermèrent derrière nous. C'est la partie que la plupart des gens ne comprennent jamais. Que des moments comme celui dans la salle de briefing ne s'estompent pas quand la pièce se vide. Ils résonnent. Ils vous suivent dans des espaces plus calmes et pressent contre de vieux souvenirs, exigeant d'être réexaminés. Je le sentis en traversant le parking vers ma voiture. La journée était lumineuse, ordinaire. Quelques mouettes tournoyaient au-dessus, criant comme elles l'avaient toujours fait autour des bases près de l'eau. Quelque part près, un moteur se mit en marche. La vie continuait, indifférente aux révélations. Mais à l'intérieur de moi et de mon père, quelque chose avait bougé de manière permanente. Il m'arrêta avant que je n'atteigne ma voiture. « Pouvons-nous nous asseoir un instant ?» demanda-t-il. Il y avait un banc près du bord du parking, face à une étendue d'herbe taillée à la hauteur réglementaire. Je hochai la tête et nous marchâmes là ensemble. Il s'abaissa prudemment, comme un homme dont le corps était soudain devenu plus lourd. Il posa ses coudes sur ses genoux et fixa le sol. « Je n'arrête pas de rejouer ça, » dit-il après une longue pause. Chaque conversation que nous avons eue, je restais silencieuse. Ce n'était pas le moment pour des rassurances. Je pensais que tu te retenais parce que tu étais incertaine, continua-t-il. Je me disais que si tu voulais vraiment plus, tu le dirais, que tu pousserais. Je l'ai fait, dis-je doucement. Juste pas bruyamment. Il exhala par le nez, un son à mi-chemin entre un soupir et un rire. Je t'ai appris à être discipliné, à attendre ton tour, et puis je t'ai puni pour ça. Les mots le surprirent autant que moi. Il ne les avait pas planifiés. Ils sortirent crus, non-polis. Pendant un moment, nous restâmes assis sans parler. Le vent agita les drapeaux au loin. Le rythme régulier semblait ancrant. Quand le commandant a dit ton indicatif d'appel, dit-il enfin, j'ai senti quelque chose se briser. Pas de la fierté, pas de la peur, quelque chose d'autre.
Quoi? Demandai-je. Ma certitude, dit-il. J'ai construit ma vie sur le fait de savoir où se situaient les choses, qui étaient les gens, ce que je pouvais attendre. Et à cet instant, j'ai réalisé que j'avais eu tort à ton sujet pendant très longtemps. Je hochai la tête. Ça peut être dur à accepter. Il me regarda alors. Vraiment? Tu ne m'as jamais corrigé? Non, acquiesçai-je. Pourquoi? Je choisis mes mots avec soin. Parce que je n'avais pas besoin de ta permission pour devenir qui j'étais en train de devenir. Et parce que j'étais fatiguée d'être mesurée contre une idée de moi qui n'était pas réelle. Il absorba Sheila lentement. Je pensais que le silence signifiait la distance. Parfois, ça signifie la protection. Disier. Nous parlâmes plus longtemps que prévu. Pas d'opération, de grade ou de quoi que ce soit de classifié. Sur les choix, sur les années que j'avais passées à apprendre à me faire confiance quand la validation externe ne venait pas, sur le coup de porter la responsabilité discrètement, il écouta sans interrompre. Cela seul semblait un nouveau chapitre. Quelques jours plus tard, il appela à nouveau. Cette fois, il demanda s'il pouvait me rendre visite. Pas pour faire la leçon, pas pour conseiller, juste pour s'asseoir et parler. Je dis oui. Il arriva sans agenda et sans supposition. Nous nous assîmes à ma petite table de cuisine, des tasses de café entre nous. Il remarqua des choses qu'il n'avait jamais remarquées avant. L'ordre de mon espace, la façon dont je gardais les choses fonctionnelles et épurées. Tu vis comme sur un navire, dit-il doucement. Tout a un but. Et je souris, de vieilles habitudes. À un moment, il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un morceau de papier plié. C'était un programme du déjeuner. Froissé et usé, il l'avait gardé. J'ai réfléchi à ce que la force signifie vraiment, dit-il. Avant, je pensais que c'était le volume, la présence, commander une pièce. Et maintenant, demandai-je. Et maintenant, je pense que c'est la constance, dit-il. Se présenter, faire le travail, même quand personne ne regarde. Je sentis quelque chose se détendre dans ma poitrine. Il ne demanda pas pardon directement. Il n'en avait pas besoin. Sa volonté de se questionner était une excuse suffisante pour l'instant. Avant de partir, il s'arrêta à la porte. « Je ne peux pas changer la façon dont je te voyais alors, » dit-il. « Mais je veux gagner le droit de te voir correctement maintenant. » J'ai le cru, non à cause des mots, mais de la façon dont il les dit, sans attendre d'absolution. Plus tard ce soir-là, seule dans ma maison calme, je pensais au moment dans la salle de briefing, à la reconnaissance calme du commandant, au souffle de mon père qui s'accrochait, au poids d'être vu enfin. La revanche, réalisai-je, n'avait jamais été mon but. La vindication n'était pas venue de prouver qu'il avait tort, mais de me tenir pleinement dans qui j'étais sans me rétrécir ni me durcir. Shadowknife n'était pas un masque. C'était simplement le nom attaché à des années de travail discret, fait avec soin et objectif. Et pour la première fois, mon père le savait aussi. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un nouveau rythme, que ni l'un ni l'autre ne nommâmes, mais que nous ressentions tous les deux. Mon père ne se retira pas, et il ne se précipita pas non plus. Il se déplaça prudemment, comme s'il apprenait le poids d'une porte avant de la pousser. Pour un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à donner des ordres, cette retenue comptait. Il appelait plus souvent, mais pas pour vérifier sur moi. Il posait des questions sur des choses ordinaires, le temps où je vivais, si les tomates dans mon petit potager avaient survécu au dernier coup de froid, si j'avais trouvé du temps pour me reposer. Ce n'étaient pas les questions d'un officier supérieur ou d'un parent déçu, c'étaient les questions de quelqu'un essayant maladroitement mais sincèrement de connaître un autre adulte. Je remarquais la différence immédiatement. Ce n'était pas seulement dans ce qu'il demandait, mais dans la façon dont il écoutait. Quand je parlais, il n'interrompait pas pour corriger ou rediriger. Il laissait les pauses s'étirer. Il laissait mes mots atterrir où ils atterrissaient. Un mois après le briefing, il m'invita à dîner chez lui. Pas un rassemblement familial, juste nous deux. Cela plus que tout me dit à quel point il était sérieux. Sa maison ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, propre, épurée. Un endroit où rien ne s'attardait plus que nécessaire. Mais la table était dressée différemment. 2 couverts au lieu des 4 ou 5 habituels. Il avait cuisiné lui-même, chose qu'il faisait rarement quand j'étais enfant, de la nourriture simple, des portions soignées. Nous mangeâmes en silence au début. Le cliquetis des couverts remplissait l'espace où la conversation semblait autrefois forcée. « J'ai parlé à ton frère », dit-il finalement. Je levai les yeux. « Comment ça s'est passé ?» Il exhala. « Mal au début. » Je souris faiblement. Ça semble logique. « Il ne comprenait pas », continua mon père. « Il pensait que j'exagérais ou que j'essayais de faire valoir un point. » Il s'arrêta. Puis j'ai arrêté d'expliquer et je lui ai juste dit d'écouter. J'ai haussé un sourcil. C'était nouveau. Je lui ai dit, poursuivit mon père en choisissant ses mots, que tu ne rivalisais pas avec lui. Tu ne l'as jamais fait.
que la comparaison était la mienne, pas la tienne. L'admission atterrit doucement mais fermement. Il ne savait pas quoi dire, ajouta mon père. Moi non plus pendant longtemps. Nous finîmes le dîner et passâmes au salon. Il versa du café et s'assit en face de moi, les mains autour de la tasse comme si elle l'ancrait. Il y a quelque chose que je dois dire, dit-il, et je ne veux pas le dire mal. Prends ton temps, répondis-je. Je croyais que si je poussais assez fort, les bonnes choses remonteraient à la surface, dit-il, que la pression révélait le caractère. C'est comme ça que j'ai été formée. C'est comme ça que je t'ai élevée. Je hochai la tête. Je connaissais bien cette partie de son histoire. Ce que je n'ai pas compris, continua-t-il, c'est que tout le monde n'annonce pas sa force de la même manière. Certaines personnes la portent discrètement, et j'ai pris ce silence pour de l'absence. J'ai senti l'ancienne douleur dans ma poitrine, l'écho des années passées à être invisible, mais elle ne piquait plus comme avant. Elle semblait reconnue. Je suis désolée. Dit-elle alors, simplement, sans qualificatif, sans défense. Je pris une respiration lente. Merci. Desier, ça signifie plus que tu ne le sais. Nous parlâmes tard dans la soirée de son éducation à lui, des attentes qu'il avait héritées sans les questionner, de la façon dont le monde dans lequel il avait grandi lui avait appris à valoriser les filles différemment des filles, même s'il ne voulait pas l'admettre. Ce n'est pas seulement à propos de toi, dit-il doucement. C'est à propos de la façon dont j'ai appris à voir. Kayla, réalisai-je, était le cœur du problème. Dans les jours qui suivirent, je remarquais des changements subtils quand il parlait de moi aux autres. Il ne commençait pas par de la surprise ou de l'incrédulité. Il ne disait pas « Vous ne croiriez pas ce qu'elle fait ». Il disait « Ma fille le sert ». Et il le disait avec une stabilité qui semblait méritée. Nous n'étions pas soudainement proches, comme les films dépeignent la réconciliation. Il y avait encore des écarts, encore des habitudes à désapprendre, mais l'espace entre nous ne ressemblait plus à un vide. Il ressemblait à de la place pour bouger. Un après-midi, alors que nous marchions le long d'une côte calme près de sa maison, il s'arrêta et regarda l'eau. J'ai passé ma vie à penser que le commandement signifiait le contrôle. Dit-il, maintenant, je pense que ça signifie la confiance. Je regardais les vagues rouler, stables et patients. C'est une leçon dure. Disiez, oui, acquiesça-t-il, mais nécessaire. Je réalisais alors que le vrai tournant n'avait pas été la salle de briefing, ni l'indicatif d'appel, ni le moment où son souffle s'était accroché dans sa poitrine. Ça avait été ce qui était venu après, ce qu'il avait choisi de faire une fois que la vérité était inévitable. Les histoires de revanche se terminent souvent par un règlement de compte. La mienne, non. Elle s'est terminée par de la responsabilité. Avec un homme apprenant tard dans la vie que l'autorité ne donne pas la compréhension et que l'amour, s'il doit durer, doit faire de la place pour qui les gens sont vraiment. Au moment où le printemps s'installa, la netteté de ces premières semaines s'était adoucie en quelque chose de plus stable, pas plus facile exactement. Mais plus honnête, mon père et moi avions franchi un seuil, et maintenant nous apprenions à nous tenir de l'autre côté, sans prétendre que le passé n'avait pas existé. Il suggéra que nous nous rencontrions dans un endroit neutre, loin de sa maison et de mes routines. Nous choisîmes un petit diner juste à côté de l'autoroute, le genre d'endroit qui était là depuis toujours. Des banquettes en vinyle usées par des décennies de habitués, du café rempli sans demander, une clochette au-dessus de la porte qui sonnait doucement chaque fois que quelqu'un entrait. Cela semblait juste pour une conversation qui attendait depuis la majeure partie de nos vies. Nous nous glissâmes dans une banquette près de la fenêtre. La lumière du matin filtrait, attrapant des particules de poussière dans l'air. Mon père croisa les mains sur la table, puis les décroisa, puis les enroula autour de sa tasse de café. Je reconnus le geste immédiatement. C'était le même qu'il utilisait avant des briefings difficiles. Quand il portait encore l'uniforme, j'ai réfléchi aux choses que je ne t'ai jamais demandées. Dit-il, j'attendis. Ce dont tu avais peur, continua-t-il, ce que tu portais seul, ce dont tu avais besoin. Je le regardais de l'autre côté de la table, aux lignes gravées plus profondément maintenant par le temps et la réflexion. Je n'avais pas besoin que tu répares quoi que ce soit, dis-je prudemment. J'avais besoin que tu me croies quand je te disais qui j'étais en train de devenir. Il hocha la tête lentement. Je pensais que la croyance venait après la preuve. Pour toi, peut-être, Désir. Pour moi, la croyance était la preuve. Cela sembla l'atteindre. Il fixa son café comme s'il pourrait offrir une réponse. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus douce. Mon père ne m'a jamais vraiment cru, dit-il. Pas vraiment. Il croyait aux résultats, pas aux gens. Je ne l'avais pas entendu parler de son propre père depuis des années. Pas avec ce ton. J'ai juré que je serais différent, dit-il. Je pensais que la discipline était la même chose que le soin. Je n'ai pas réalisé à quel point je me cachais derrière elle.
Le dîner bourdonnait autour de nous. Des assiettes qui cliquetaient. Quelqu'un qui riait doucement au comptoir. Mais notre table semblait suspendue dans sa propre immobilité. Je veux faire mieux, dit-il. Pas comme ton commandant? Pas comme ton juge, juste comme ton père. Je sentis une familiarité serrée dans ma gorge, mais je ne la repoussais pas cette fois. Alors écoute, dis-je, même quand ce que tu entends ne correspond pas à tes attentes, il rencontre à mes yeux. Je peux le faire. Au cours de l'heure suivante, nous parlâmes de choses que nous n'avions jamais mises en mots auparavant. De la solitude du leadership, de la façon dont les femmes en uniforme apprenaient tôt à se faire plus petites dans des pièces qui ne les attendaient pas, de la façon dont le silence pouvait être mal interprété comme de l'incertitude alors qu'il était souvent de la retenue. Je pensais que tu te retenais, admit-il. Je me retenais stable, corrigeai-je doucement. Il sourit à cela. Pas un sourire fier, un sourire pensif. Quand nous nous levâmes pour partir, il hésita près de la porte. Il y a autre chose, dit-il. On m'a demandé de parler à un petit rassemblement de vétérans le mois prochain. Rien de formel, juste des histoires, des perspectives. J'attendis, je leur ai dit, continua-t-il, que je le ferais seulement si je pouvais parler de ce que j'ai raté. Cela me surprit. Que veux-tu dire? Je veux dire, dit-il en choisissant chaque mot, que je veux parler du danger d'assumer que nous connaissons nos enfants simplement parce que nous avons façonné leur début, et du coup de ne pas écouter quand ils parlent de manière qui ne nous ressemble pas. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine, une reconnaissance discrète que cela n'était plus seulement à propos de nous. Le jour du rassemblement, je n'y assistais pas. Je n'en avais pas besoin. Plus tard ce soir-là, il m'appela. Ça s'est bien passé, dit-il, plus dur que prévu, mais nécessaire. Je suis contente, répondis-je. Il s'arrêta. J'ai utilisé ton histoire, dit-il. Pas les détails, juste la leçon. C'est OK, dis-je, et je le pensais. Au fil des mois, notre relation trouva sa propre forme. Nous n'effaçâmes pas les vieilles habitudes du jour au lendemain, mais nous les nommions quand elles surgissaient. Nous nous apprîmes l'un l'autre à nouveau, cette fois comme deux adultes sur un pied d'égalité. Mon frère prit plus de temps. Le changement le fait souvent, mais même lui commença à évoluer. Il posa moins de questions destinées à comparer et plus destinées à comprendre. Il arrêta d'assumer qu'il connaissait la forme de ma vie. Un après-midi, en triant de vieilles boîtes dans le garage de mon père, je trouvais une photo que je n'avais jamais vue avant. Elle me montrait adolescente, debout raide dans un uniforme emprunté lors d'un événement scolaire. Je me souvenais clairement de ce jour, j'avais été nerveuse, incertaine, fière d'une manière que je n'avais pas encore appris à assumer. C'est moi qui l'ai prise, dit mon père doucement, debout derrière moi. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Pourquoi penses-tu l'avoir fait? Demandai-je. Il réfléchit un moment. Parce que même alors, une partie de moi savait que tu suivais un chemin différent. Je ne savais juste pas comment te suivre. Je lui rendis la photo. Tu me suis maintenant? Dis-je. Il hocha la tête. Oui. Celle-là, réalisai-je, était la vraie réconciliation. Pas le moment de la révélation, pas le silence stupéfait dans une salle de briefing, mais le choix de continuer à marcher vers la compréhension, même quand cela signifiait admettre à quel point on en avait été éloigné. Je pensais autrefois que les histoires comme celle-ci se terminaient par un seul moment, la pièce devenant silencieuse, le souffle s'accrochant, la vérité enfin prononcée à voix haute. C'est comme ça que la plupart des contes de revanche sont racontés. Mais la vie, j'ai appris, est rarement aussi ordonnée. La vraie fin vient plus tard, dans des choix plus petits faits sans témoin, quand personne ne compte les points. L'été suivant, tout ce qui avait changé, mon père et moi tombâmes dans un rythme qui semblait presque ordinaire. Nous parlions 1 ou 2 fois par semaine, parfois de choses importantes, parfois de rien du tout. Il posait des questions sur mon travail de manière qui respectait les limites que je gardais. Je répondais honnêtement sans me diminuer ni embellir les choses. Nous apprîmes le rythme l'un de l'autre. Un après-midi, il m'invita à marcher avec lui dans un parc voisin. C'était le même parc où il avait emmené mon frère pêcher quand nous étions enfants, le même endroit où je suivais discrètement, contente de m'asseoir sur la berge avec un livre. À l'époque, je me considérais comme une observatrice. Maintenant, je comprenais que j'apprenais à attendre. Nous marchions lentement, comme le font les gens quand ils n'essayent plus d'aller nulle part vite. Il s'arrêtait de temps en temps pour reprendre son souffle, repoussant ma préoccupation d'un petit sourire. « Tu sais, dit-il à un moment, je pensais autrefois que la force ressemblait à de la certitude, à avoir la réponse avant que la question ne soit finie. Et maintenant? Demandai-je. Et maintenant, je pense que la force ressemble à l'écoute, dit-il, et à être prêt à avoir tort. Cela pouvait ne pas sembler grand-chose pour certains, mais venant d'un homme qui avait construit sa vie sur le commandement et le contrôle, c'était tout.
Nous nous assîmes sur un banc sous un large chêne, des enfants jouaient près. Un couple de l'âge de mes parents marchait main dans la main le long du chemin, avançant en phase sans parler. La scène semblait profondément américaine dans sa quiétude, dans la façon dont elle suggérait l'endurance plutôt que le spectacle. On m'a demandé à nouveau de parler, de mon père. Un groupe cette fois, des retraités. Certains me rappellent de moi-même. J'attendis. Je veux leur dire quelque chose, continua-t-il. Quelque chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Quoi? Demandai-je. Que nos enfants ne sont pas des extensions de nous, dit-il. Ce sont des personnes entières. Et si nous ne faisons pas attention, notre certitude peut devenir leur cage. Je le regardais, vraiment, et sentis une douce vague de quelque chose qui n'était ni fierté ni soulagement. C'était de la reconnaissance, mutuelle et méritée. Quand il parla à ce rassemblement, il me dit plus tard que la pièce était calme. Pas le calme stupéfait de la salle de briefing des mois auparavant, mais le calme réflexif, celui où les gens regardent en eux plutôt qu'autour. Je leur ai dit, dit-il, que j'ai presque raté de connaître la personne la plus importante de ma vie, pas parce qu'elle se cachait de moi, mais parce que je ne savais pas comment la voir. Il ne mentionna pas les indicatifs d'appel, les clearances ou les titres. Il n'en avait pas besoin. La leçon était plus grande que ça. Quant à moi, je retournai à mon travail avec la même concentration que toujours. Rien dans mon rôle ne changea, parce que mon père le comprenait enfin, et c'était comme il se devait. Mon objectif n'avait jamais dépendu de son approbation, mais l'allègement de ce vieux poids, le besoin constant et non dit de me faire plus petite, me permit de me déplacer dans le monde avec un peu plus de grâce. Les gens me demandent parfois maintenant si cela ressemblait à de la revanche, ce moment où le commandant a demandé mon indicatif d'appel et où tout a changé. Je leur dis non, la revanche suggère la colère. Ce que j'ai ressenti était de la clarté. La vérité est que la chose la plus puissante que j'ai faite ce jour-là n'était pas de me lever, c'était de me tenir calmement, de parler simplement, de laisser la vérité exister sans embellissement ni excuse. Mon père et moi ne sommes toujours pas d'accord sur tout. Nous ne le serons jamais. Mais quand il me présente maintenant, il le fait simplement. C'est ma fille. Pas de surprise, pas de qualificatif, juste du respect. Et j'en suis venue à croire que c'est la justice discrète que tant d'entre nous cherchent vraiment, pas l'humiliation, pas le triomphe, mais une compréhension qui arrive tard et reste. Si vous écoutez cela et pensez à quelqu'un que vous avez mal compris, quelqu'un que vous avez aimé sans le connaître pleinement, j'espère que vous prendrez un moment pour tendre la main, poser une question différente, écoutez un peu plus longtemps. Il n'est jamais trop tard pour voir quelqu'un clairement. Et si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé votre propre famille, vos propres silences, vos propres secondes chances, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin d'entendre. Laissez un commentaire, réfléchissez-y ou abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Parfois, les plus discrètes restent avec nous le plus longtemps. Oh, you take wheat for emeralds, eh? Nice. Maybe... Is anyone here who doesn't have a job? If I make a Fletcher... Doesn't a Fletcher need a... Okay. Let's look it up. Fletching table. Just need flint. Interesting, interesting. I think I might have flint somewhere. But where? Oh, goodness. Who lives down here? What? Sir? Yeah, I mean, at least there's a spider. I will die if I attempt to
Maybe not. Maybe not. Oh, it's a zombie villager! Hello, I need to save you. I don't have the means to do that though currently, so please stay away. He doesn't need them anymore. I think there might be multiple cavemen who live down here. Ah, useful. Okay. How do I make a golden apple? I believe that is a part of their quest. Hmm. So any of you guys got a crafting table? Any chance? My kingdom for a crafting table? Fine, I can do it myself. Shwum, 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 shwum. Oh, this might be a bit easier. Okay. I live! Alright, let us look up zombie villager. Minecraft. Blah 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 blah. Oh my god, there's so many variants. Telling me a lot. You're not telling me how to heal. Oh, I need to make it weak. Okay. Jump back up a level. Potion of weakness. Of weakness. Potion of weakness. Yeah. This does not tell me how to make. Fine. How to make potion of weakness. Fermented spider eye and a water bottle. How do I get